dire, ok, on forme tel groupe pour pouvoir mener telle ou telle action. Parce que tout était réglementé. Alors, en parlant de ça, ça me fait penser à un ouvrage que j'ai étudié récemment. Cet ouvrage m'avait été conseillé par un ancien chercheur de l'Université de Grenoble. C'est un ouvrage de l'auteur d'Amaguer, je pense. Moi, je suis un truc de d'Amaguer aussi, si j'ai bonne mémoire. Et en fait, cet auteur, alors, ça n'a rien à voir avec l'économie sociale et solidaire. Voilà, Christophe d'Amaguer, il parle en fait de comment est-ce que les inégalités sont nées. En gros, il dit, à la base, il n'y avait pas un système inégalitaire. Tout était quand même assez linéaire. Dans une tribu, par exemple, on avait peut-être le chef du village ou le chef de la communauté. Les travailleurs devaient aller peut-être à la pêche ou à la chasse et tout, rapporter une partie du butin. Voilà. Il y avait une certaine homogénéité dans les États. Et toujours dans ce même livre, puisqu'il a créé un système de discussion avec lui, voilà, Christophe, il parlait avec lui dans le livre, il se posait des questions, il les répondait automatiquement. Il dit, du coup, il se pose la question, il dit, mais dans ce cas, comment est-ce que nous sommes arrivés d'une classe égalitaire en griffe à une classe inégalitaire d'aujourd'hui? Et pour répondre, alors il a donné plusieurs anecdotes. Une très intéressante, il parle du film Les dieux sont tombés sur la tête. Je ne sais pas si vous avez suivi. Oui. Et dans ce film, il y a une partie où il y avait des touristes qui passaient et qui ont laissé tomber une bouteille de Coca-Cola. Et donc, la tribu, ils ont retrouvé cet objet, ils ont estimé que c'est les dieux qui ont envoyé ça. Alors, cet objet, pour eux, était comme un miracle, à peu près l'équivalent de ce que nous allons appeler la révolution. Ils ont connu un outil qui pouvait tout faire. Avec cette bouteille, on pouvait mordre le grain, on pouvait assommer un animal, on pouvait frapper quelqu'un. C'était le bonheur total avec cette bouteille. Une société qui vivait dans une certaine égalité grâce à cet outil. Ça a créé une certaine discorde parce que du coup, tout le monde voulait utiliser cet objet-là. Et donc Christophe, il fait l'amalgame, il dit, voilà comment la révolution peut créer l'inégalité. Alors, vous allez comprendre le lien, c'est qu'aujourd'hui, moi, je peux affirmer, je peux estimer que l'ESS est une réponse à l'inégalité. Ça, c'est mon hypothèse. Alors, toujours en poursuivant, en revenant encore sur ma théorie de la révolution, nous avons persisté avec cette idée de révolution-là. Plus les choses étant en train de devenir plus intéressantes dans le monde économique, et plus le système, la séparation entre les différentes classes était en train de s'agrandir. Alors, tout doucement, on va aborder un aspect qui va totalement sortir du cadre général. Les ouvriers se sont battus, voilà, ils ont essayé voilà, d'abolir cette loi de Chapelier là, qui interdisait le regroupement des ouvriers en association, en mutuelle. Et nous avons connu, à l'orée du 19e siècle, la première naissance des associations, en gros de la loi qui autorisait les associations. Alors, nous en sommes arrivés là, à cette étape-là, mais la question est toute simple. Comment est-ce que nous passons d'une économie, d'accord, sociale, d'une économie classique à une économie sociale et ou solidaire? Alors, déjà là, il y a un petit bémol. Est-ce qu'on parle d'économie sociale? Est-ce qu'on parle d'économie solidaire? Ou est-ce qu'on parle d'économie sociale et solidaire? Alors, vite fait, alors quelques dates, voilà, les années 62, c'est là où on a connu les premières sociétés de secours mutuels. Et en France, ça nous a donné quand même un certain grand nombre de sociétés qui ont été créées grâce à cette abolition de la loi sur le Chapelier. Alors, en 1850, il y a eu la reconnaissance des premières sociétés mutualistes appelées sociétés de secours mutuels et promulguées officiellement au journal officiel. Donc, les années 1700, il a fallu près d'un siècle avant d'en arriver là. Et tout ça a commencé grâce justement à cette évolution-là que nous sommes en train de connaître. Il y a un détail moi, qui m'a toujours frappé dans cette dynamique d'économie sociale et solidaire. Pourquoi est-ce qu'en ESS, certaines personnes feront la différence entre l'économie sociale
et d'autres, économie solidaire. Alors, c'est peut-être une nuance qui n'est pas très importante, mais elle aura tout son sens dans le sens où, de base, ce qui avait été créé, c'était des économies sociales. L'idée était que, à travers une économie sociale, nous devrions promulguer que 4 dynamiques. Les associations, les mutuelles, les coopératives et éventuellement les fondations. C'était ces 4 sensibilités qui se retrouvaient dans l'économie sociale. Comment est-ce que nous sommes passés de ça à une économie solidaire et ou sociale et solidaire? Même dans cette économie sociale, on se rendait compte qu'il y avait quand même des inégalités. Ok, on parle d'économie sociale, mais qu'est-ce que ça veut dire? Même dans les associations, on va parler également d'inégalités. Dans les mutuelles, au bout d'un moment, est-ce que pour intégrer une mutuelle, il faut payer sa cotisation? Au bout d'un moment, ça va être encore la recherche lucrative qui va encore prévaloir. D'où l'idée de la solidarité, uniquement pour rappeler que nous avons créé une économie sociale dans un but de solidarité. Alors, de façon technique, on va dire l'économie sociale, donc le thème social, aura plus trait au cadre juridique et le thème de solidarité va rappeler en réalité pourquoi est-ce que nous nous sommes battus pour en arriver à une économie de cette catégorie-là. Alors, en évoluant toujours, d'une économie sociale et solidaire, nous avons connu une certaine évolution. On est passé à l'État-providence, on est passé à un certain nombre de choses et tout. Mais en France, quand est-ce que le thème a commencé réellement à être employé? Vous vous rappelez peut-être de la période des 30 Glorieuses, la période après-guerre où la France a connu un fort taux de croissance économique, où c'était vraiment la naissance de l'Union européenne, etc. Voilà, d'abord par le comité économique d'acier et de charbon, et voilà, un peu plus après l'Union européenne. Juste après cette période, je me souviens que la France avait mis en place ses premières politiques sociales. Logements sociaux, les HLM, système de protection sociale, système de sécurité, la complémentaire, sécurité sociale, pardon. Alors, toutes ces dynamiques-là sont nées après la période de la guerre et pendant cette période de 30 glorieuses. Alors, je vais faire une petite pause. L'ouvrage que j'ai publié tout récemment était intitulé Économie d'hier, monde d'aujourd'hui. Alors, on m'a souvent demandé pourquoi économie d'hier, monde d'aujourd'hui. La question est toute simple. Le système économique qui a prévalu pendant de nombreuses années, est-ce que ce même système, est-ce que ces mêmes politiques économiques peuvent être utilisées dans le monde d'aujourd'hui? La question, elle est là. Les premières économies se basaient, pas les premiers, même les économies actuelles, se basaient uniquement sur des chiffres. On va se baser sur des données. Nous avons telle donnée, ça va donner ci. Nous avons tel élément, telle variable, va pouvoir nous donner ça. Si nous voulons avoir un taux de croissance de tel niveau, il faut agir sur ci, sur ça. Alors, j'ai peut-être pris un petit exemple pour bien accentuer cette partie-là. Nous avons par exemple la courbe qui définissait l'inflation. Le système économique, il fonctionne vraiment comme ça. Edouard Philippe a créé cette courbe-là dans les années 70 et il disait, normalement avec une courbe d'inflation, on doit pouvoir mesurer le chômage. Alors là, nous revenons à l'économie classique. On va essayer de voir vraiment en quoi est-ce qu'une économie sociale et solidaire et une économie classique, là où il y a vraiment la différence. Je prends cet exemple-là, tout azimut. Cette courbe a été créée par Edouard Philippe qui disait, avec ces données, voilà, si on a un taux de chômage ici, nous sommes en mesure de savoir si le taux d'inflation est à la base de ce taux de chômage ou pas. Et donc, si nous avons un taux de chômage à un point A, nous devrions pouvoir être en mesure de dire le taux de chômage que ceci apporte. Si c'est purement mathématique, les économistes ils vont se baser que sur ce genre de données-là. Ils ne vont pas chercher à savoir, ok, dans ce taux de chômage dont vous êtes en train de parler, est-ce qu'il y a des données qualitatives là-dedans? Est-ce que nous sommes en situation de chômage parce que la personne est en situation de handicap? Est-ce que nous sommes en situation de chômage parce qu'il y a un problème d'insertion sociale? Toutes ces données ne seront pas du tout prises en compte. En économie classique, on va se baser uniquement sur des données.
Et c'est peut-être là la différence entre l'économie classique et l'ESS. On définit l'ESS souvent comme l'économie regroupant l'ensemble des organisations qui recherchent une performance économique et une utilité sociale. Sachant que l'économie classique ne recherche que la performance économique. En gros, même en ESS, nous considérons ces mêmes données-là, mais en ajoutant des valeurs, des variables qualitatives. Là, par exemple, nous avons cette valeur-là. Nous avons peut-être un taux de chômage qui se retrouve là. On sait que le taux d'inflation, il sera systématiquement là. Un taux de chômage qui est là, l'inflation, il est là. C'est aussi simple que ça pour les économistes. On va se dire simplement, ok, si nous éjectons de l'argent sur le marché, qu'est-ce que ça va entraîner? Sachant que Edouard Philippe est parti sur cette courbe-là en disant, lorsque nous augmentons le pouvoir d'achat de la population, ça diminue le taux de chômage. Et donc ça pousse les entreprises à plus recruter et logiquement à monter le coût des produits sur le marché. Quand il y a pouvoir d'achat, forcément il y a de l'argent. Ça c'est ce qu'on dit de façon théorique. Mais est-ce que la réalité vérifie cette hypothèse-là? Là est la question qu'on se pose en économie sociale et solidaire, alors qu'en économie classique, on va simplement dire nous avons telle donnée, nous avons tel chiffre, il suffit de faire des projections, on sait où ça nous mènera.